Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux et surtout de savoir que vous êtes en bonne santé en cette fin d'année. J'en profite déjà pour vous souhaiter une heureuse année 2024. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là pour suivre cette émission. Mais c'est aussi un plaisir pour moi de recevoir une personnalité que j'aime beaucoup parce qu'elle est parmi les personnes qui nous ont inspirés, nous en tant que jeunes, à pouvoir se lancer dans ces domaines. Il s'agit bel et bien de M. Théophile Gata. Bonjour Théophile. Bonjour Alfred. Vous allez bien? Très bien, bien sûr. Bonne année déjà. Hein? Merci bien. Alors, c'est un plaisir de savoir que vous inspirez des jeunes, vous inspirez toute une génération. Ça vous fait quoi en tant qu'aîné qui est devenu carrément un modèle pour des jeunes? C'est une joie de se savoir être imité, être apprécié par les autres et particulièrement par les jeunes. Cela prouve à suffisance qu'on a impacté auprès de cette catégorie de gens, qu'on a fait quelque chose qui les a intéressés et cela prouve à suffisance que ce que vous faites vaut son pesant d'or et mérite d'être poursuivi. C'est ça la joie quand on se dit, on s'entend être appelé patriarche, on se dit doyen, tout ça. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui justifie ce patriarcat. Ouais. Dont on vous colle sur le dos. Et c'est vraiment une grande joie. Ça signifie que nous avons fait œuvre utile dans ce que nous sommes en train de... Et vous sentez bien lorsque vous réalisez peut-être qu'après vous, il y a quand même des gens qui vont pérenniser l'œuvre que vous faites aujourd'hui? Ah oui, mais c'est ça le premier souci. Le souci, c'est de savoir, après moi, qui prendrait la relève. Voilà. Autant nous nous en soucions au sein de nos familles, autant aussi dans les familles professionnelles, on doit constamment se poser la question, qu'adviendra-t-il après moi? Ouais. Qui a intériorisé ma vision des choses et qui peut prendre la relève derrière moi? Exact. Et quand on voit déjà émerger une classe de jeunes qui comprend, qui se sacrifie, parce que c'est pas facile, vous savez, parce que pour qu'on en arrive là, on a consenti d'énormes sacrifices. Et surtout que vous n'aviez pas de repères. Hein? Donc, voilà. vous étiez parmi les personnes qui construisent eux-mêmes une voie à suivre. Hein? Pas trop de repères. Il y a eu quand même quelques amis, quelques aînés qui ont inspiré, mais qui n'ont pas balisé le chemin. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes certains que les chemins ont été balisés et que ceux de jeunes qui nous suivent et qui veulent bien entrer dans notre école, ils ne seront pas déçus. Est-ce que c'est facile d'entrer dans cette école-là? Oui, l'école est ouverte. Parce que très souvent, on a l'impression que les vieux bloquent les voies, ne veulent pas que les jeunes viennent. Je ne pense pas quand on veut avoir une relève, quand on veut avoir une renommée. Il faudra être ouvert à tous. Il faudra savoir identifier parmi les jeunes où sont les talents et pouvoir le promouvoir. Exact. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut pérenniser son action, qu'on peut pérenniser son nom. Ouais. Et nous sommes prêts à faire ça. Super. Théo, vous savez que le week-end, nous, on se tutoie. Hein? Faut pas vous en prendre à moi. Hein? Nous sommes dans la situation. Exactement. Alors, je voudrais tout de même savoir un peu, est-ce que parmi les jeunes ou bien parmi les personnes que vous suivez un peu de plus près, y a-t-il des personnes sur qui vous avez vraiment investi des connaissances, pour lesquelles vous avez fait vraiment une voix et vous dites, aujourd'hui, si moi je ne suis pas là, je sais que telle personne peut faire ce que je fais? Merci. Je pense que là, je vais regarder dans ce que je fais au sein de notre organisation, le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Comme je l'ai souligné quand on parlait en aparté, le CHDFT n'a commencé qu'en 2012. De 2012 à 2023, vous voyez que le bilan est énorme. Et dans ce bilan, je dois vous dire qu'on s'est investi auprès de certains jeunes qui aujourd'hui sont déjà considérés comme étant le sommet. Je prends un exemple type. Quand on commençait le travail au sein de CHDFT, dans un premier temps comme consultant de Rainforest Foundation Norway, l'idée de créer le CHDFT a germé dans nos têtes. On a réuni un noyau avec lequel on a commencé. Mais il manquait qui prendrait la relève. Voilà. Moi étant consultant d'une organisation internationale. Eh bien, j'ai découvert sur l'université, sur le campus de Kinshasa, un jeune en fin d'année, qu'aujourd'hui le professeur Carmel Kifuketo
Je lui ai demandé, papa, est-ce que tu peux venir travailler avec moi quand tu auras fini? Oui, je suis prêt, papa. Quand il a fini, il est venu vers moi. Le premier bureau de CAGDFT est implanté sur la 8e rue Limité, avec une table, une chaise. Voilà. Et il acceptait volontiers de s'asseoir dans ces conditions-là. Je crois 5-6 mois après, on a trouvé un bon emplacement derrière Foleco, dans le conteneur de Foleco. Ouais, 13e rue. Je crois 13e ou 14e. Non, c'est 10e rue. 10e rue. 10e rue. On s'est vu octroyer un conteneur où les conditions étaient meilleures. Ouais. C'était climatisé, on pouvait travailler dans la quiétude. Et les jeunes étaient à peine nommés assistants à la faculté d'agronomie. Ils m'ont dit, ça veut dire, pas de problème. Tu as là un cadre où tu peux travailler, réfléchir. Si tu veux aller sur le terrain pour tes recherches, vas-y et on verra comment faire ta duplication derrière au cas où on aurait besoin de toi. Voilà. Il s'est impliqué. Et aujourd'hui, d'abord, il a fini ses recherches, il a défendu sa thèse, il est professeur d'université et il a été récemment nommé Foul. Professeur Foul, c'est un honneur. Et derrière lui, il y a beaucoup de jeunes qui se sont appliqués. Et dans mes premières tâches au sein du réseau ressources naturelles, j'ai été coordonnateur du programme sur la foresterie communautaire. On a formé pas mal de jeunes techniciens sur les systèmes d'information géographique qui rayonnent aujourd'hui. Ils rayonnent. Et je peux les citer nombreux. Les cas par exemple du coordonnateur d'APEM, Blaise Moudodossi, c'est l'un des premiers techniciens qu'on a eu à former. Le cas de Richard Lokoka qui a travaillé à Kisangani avec Océan et pendant que Blaise travaillait à Bukavu avec Africa Capacity. Ce sont des jeunes qui sont partis de cette école et qui aujourd'hui deviennent des grands responsables, des animateurs d'organisation. Et au sein de CAGDFT, il n'y a pas que le professeur Carmel, il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont là, des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont là comme techniciens. La plupart sont assistants dans des institutions universitaires et ils prestent encore chez nous. Et c'est une joie de se savoir avoir derrière lui toute une école. Je vous informe que j'ai 18 techniciens dans mon bureau qui sont derrière moi et je suis certain que ça fera tâche. Super, félicitations. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous êtes parmi les premières personnes qui ont réfléchi ou bien qui ont lancé des réflexions sur la foresterie communautaire. Alors, ma question va justement tout droit pour savoir un peu quelle est la lecture que vous faites de ces processus aujourd'hui. Plus de 10-15 ans après, est-ce que c'est un processus qui promet? Merci beaucoup. Merci que vous ayez touché au tendon d'Achille. C'est un point sensible, un point passionnant quand je parle toujours de la foresterie communautaire. Oui, on a fait du temps, et du temps très long aujourd'hui. 2002, c'est l'année où on publiait le code forestier. 2014, c'est l'année où le premier texte de mise en œuvre de la foresterie communautaire était signé, donc le décret. 12 ans après, 12 ans durant lesquels, je dois vous dire, on a bataillé en tant qu'acteur de la société civile avec les autres collègues qui travaillaient ou qui continuent de travailler sur le droit des communautés locales. Et 12 ans après, on a eu le décret qui a été signé par le Premier ministre. Curieusement, le décret nous a un peu surpris parce que les textes ont été un peu altérés. Mais après analyse, on s'est dit, on va avec ce qui est disponible. Et 2 ans après, nous obtiendrons l'arrêté du ministre de l'Environnement qui définissait les conditions de gestion et d'exploitation. Et à ce jour, nous sommes, depuis 2016, presque 7 ans après, nous avons un bilan très positif en termes de promotion de la gestion communautaire de forêt en RDC. Et avec plus de 3 millions d'hectares de forêt qui ont déjà été octroyés sous forme de concessions forestières de communautés locales aux communautés locales et peuples autochtones, dans 14 provinces du pays, je crois que le bilan est positif en termes d'acquisition.
Mais le processus est séquencé avec deux étapes majeures. Ouais. L'étape d'acquisition, où nous avons les résultats dont je parle, et l'étape de gestion et d'exploitation, où le processus devra répondre à un objectif défini par les législateurs. C'est celui de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Exact. Donc, c'est une phase où les communautés ont, et peuples autochtones ont un outil qui s'appelle le plan simple de gestion pour pouvoir définir l'utilisation qu'on ferait des ressources de cet espace que l'État leur a concédé. À ce jour, je dois vous dire que sur les 303 millions d'hectares répartis dans 159 concessions forestières des communautés locales, il n'y a qu'une quarantaine qui a déjà élaboré le plan simple de gestion, faute de moyens, faute parfois d'une expertise requise, et cela pose problème. La foresterie a un potentiel énorme. Le potentiel énorme, c'est que l'État transfère à ces détenteurs traditionnels des terres qui ont gardé les terres depuis des millénaires, les communautés locales et peuples autochtones, transfert de droits sur un espace avec un titre obtenu de manière perpétuelle. C'est une plus-value pour que les communautés puissent gérer cet espace et les ressources qu'elles contiennent en responsable. Parce qu'au fait, la gestion doit servir aux générations actuelles tout en projetant comment les générations futures vont aussi utiliser le même espace. Mais j'ai une question, Théo. Quand vous dites que ce sont des titres perpétuels, c'est-à-dire qu'en réalité, ces communautés, d'autant plus que la terre existera, ces titres seront toujours démises, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ma question, c'est de savoir, on sait toutefois que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Maintenant que l'État cède ces terres-là aux communautés de manière perpétuelle, demain après-demain, si l'État découvre qu'il y a du pétrole dans les sols qui a été cédé de manière perpétuelle, où il y a des minerais stratégiques, parce que nous sommes dans cette époque, est-ce que cet État-là peut revenir encore pour dire, écoutez, je récupère ces... Comment ça se passe là? Oui, donnez-moi un peu de temps pour que je puisse vous expliquer Voilà. cet aspect-là des choses. L'État, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Dans la gestion future, avant 2002, l'État constatait que dans les espaces forestiers qu'il concédait au secteur privé, il y a eu dans la gestion des espaces, des ressources humaines, naturelles, beaucoup de conflits qui ont abouti même à des cas de mort d'homme. Et en analysant, l'État réalise que les communautés étaient lésées par parfois les secteurs privés. Et le législateur a pensé qu'il était temps, vu que la gestion communautaire était déjà en vogue sous d'autres cieux, en Amérique, en Latine, en Asie, pourquoi est-ce que l'Afrique n'oserait pas à pouvoir valoriser cette forme de gestion des ressources? C'est comme ça qu'ils se sont décidés de pouvoir octroyer un espace aux communautés locales. Mais cet espace devrait être-il octroyé pendant une durée, alors que les communautés locales et peuples autochtones à qui l'État concède cet espace sont là depuis des millénaires. Ils se disent propriétaires traditionnels de ces espaces. Le législateur s'est arrimé sur cet aspect pour dire il ne concède qu'à ceux qui prouvent qu'ils sont les détenteurs traditionnels de l'espace. Ça, c'est un. C'est une innovation pour la foresterie communautaire en RDC. Sous d'autres cieux, surtout dans la sous-région, la foresterie, c'est n'importe qui demande, qui obtient. Mais en RDC, ne demande, n'obtient un espace auprès de l'État que celui qui est propriétaire traditionnel, reconnu par tous. Mais entre parenthèses, vous allez continuer. Oui. Les pygmées, par exemple, on sait depuis l'histoire que c'est des peuples nomades, ils n'ont pas de terres. Mais je vois quand même de plus en plus, voilà, les terres des communautés pygmées, ainsi de suite. Là, n'y a-t-il pas un amalgame là? Si corrigé quand vous dites qu'ils n'ont pas de terres, c'est trop dire. Généralement, c'est ce qu'on nous a dit en histoire. Hein? Non, ça, ce sont des histoires teintées des esprits néocolonialistes. Les pygmées sont des propriétaires des terres par le simple fait qu'il y a un espace circoncis
chaque communauté autochtone qui est connue comme l'espace à travers lequel, au fil des années, cette communauté PA est en train de tourner. Tourner. Donc, il est ici aujourd'hui, il y travaille pendant 10, 15. Après, il change de place, il va de l'autre côté. Et il y a des repères qu'ils savent déterminer. Donc, dire qu'ils n'ont pas de terre, c'est trop dire. Dire que dans leur culture, ils errent d'un milieu à l'autre parce qu'ils ne veulent pas entacher. Ils ne veulent pas impacter négativement, détruire l'environnement. Ils prélèvent rationnellement. Quand ils ont trouvé que le prélèvement était excessif et que les ressources ont diminué, ils se déplacent. Mais si un terrain qu'ils connaissent et qu'ils marquent, c'est leur terrain. Il est temps que les Israéliens les leur reconnaissent et les leur concèdent pour promouvoir leur savoir endogène d'utilisation des ressources et des espaces. Alors, maintenant, qu'adviendra-t-il si l'État, qui a donné un titre perpétuel à une communauté, arrivait à découvrir que, par exemple, dans le sous-sol, il y a une ressource qui peut être exploitée pour utilité, pour l'intérêt collectif. Eh bien, l'État a donné les titres. Mais l'État, la législation congolaise a prévu, il y a une loi sur l'expropriation pour utilité publique. On va mettre en jeu les prescrits de cette loi. Et l'avantage pour la communauté qui a eu son titre perpétuel, c'est qu'il vient en partenaire avec lequel l'État devra négocier maintenant. Je souscris qu'il y a une ressource importante. Je concède que l'État puisse l'exploiter, mais où est-ce que vous me mettez? L'État va lui dire, ok, je vous déplace, vous irez à tel endroit, je construis des maisons, par exemple, je vous donne tel espace pour continuer vos activités, et je vous réserve peut-être une petite part dans les recettes, le revenu ici. Mais Théo, ça ce n'est pas en théorie ça, parce que quand je vois ce qui se passe dans les Katanga avec les miniers, je me pose la question, tout ça ce n'est pas dans les textes et non dans la pratique. Pour les miniers, ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, parce que ce sont des communautés qui, eux aussi, ont des droits perpétuels sur ces terres-là. Le code forestier a été publié avec ces mesures d'application au même moment. Mais c'est contraire pour le code forestier. Pour le minier, il y a eu des dispositions qui ont été prévues pour que les communautés aussi traditionnelles, détenteurs de ces espaces, puissent bénéficier de certaines redevances. Mais qui ne bénéficient pas. Il y en a pour qui on paye. Va faire des recherches, je te connais. Fais des recherches, tu verras qu'il y a le pouvoir traditionnel qui perçoit des redevances. Pour certaines communautés, c'est vrai qu'on n'a pas généralisé, mais il y en a qui perçoivent des redevances, qui ont des revenus et qui impulsent le développement à partir de ces taxes-là, des redevances qui sont payées au privé et plutôt aux communautés locales et peuples autochtones. Et nous pensons que cette disposition fait en sorte que les communautés ne soient pas lésées. Au cas où l'État arrivait à identifier une ressource qu'il aimerait exploiter pour l'intérêt public. Et ça ne posera pas de problème. L'avantage, c'est que la communauté est garantie d'un dédommagement juste et équitable. Voilà. Ah, super. Alors, on est toujours dans le même chapitre. Je voudrais tout de même aussi savoir, lorsque les communautés ont créé leur concession des forêts et des communautés, donc la CFCL, est-ce que ces communautés peuvent y exploiter de manière industrielle, par exemple du bois? Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Est-ce que la loi donne l'autorisation aux communautés de faire ça comme ça? Si oui, est-ce que ces communautés peuvent s'engager avec des privés pour venir exploiter par exemple du bois dans leurs forêts? Merci. Je dois vous dire d'abord qu'il faut enlever le terme exploitation industrielle. Ça n'existera pas. Dans la concession n'autorise pas ça, qu'il y ait une exploitation industrielle de n'importe quelle, surtout la ressource ligneuse, dans une CFCL. C'est plutôt l'exploitation artisanale qui est autorisée, surtout pour le bois, dans une concession forestière des communautés locales. Laquelle exploitation doit être entreprise par un expert qui est spécialiste en la matière et qui est légalement établi. Donc, l'exploitant artisanal qui doit aller couper du bois dans une CFCL doit, avoir le permis d'autorisation comme praticien du secteur
par le ministère de l'Environnement à travers le gouverneur de province qui octroie les titres d'exploitant artisanal. Et après, bien sûr, les communautés, avec l'aide de ceux qui les accompagnent, auront déjà identifié le potentiel en matière ligneuses de leurs forêts, auront déjà peut-être même fait le marquage du bois à couper. La communauté contracte avec l'exploitant artisanal, sous l'œil vigilant de l'administration locale. Il contracte, il signe un contrat ou des clauses. Comment le partage se fera, quelles sont les charges dévolues à l'exploitant, qu'est-ce que devra faire la communauté locale. Et de son côté, la communauté, si elle a demandé à ce qu'il y ait des revenus en argent, par exemple, elle décide déjà à l'interne que fera-t-elle de cet argent-là pour impulser le développement au niveau local. Donc, la foresterie communautaire donne une opportunité en matière d'exploitation des ressources sous différentes formes. Parce qu'au fait, je dois souligner une chose, l'option de gestion des ressources est multi-usage. Donc, une fois les ressources reconnues, identifiées, inventoriées, la communauté peut dire telle ressource, on l'exploite en partenariat avec tel privé avec lequel nous allons signer un contrat. Telle autre ressource, ils affectent. Ça, c'est pour le ménage, par exemple, des prélèvements suivis de ménage pour leur survie. Donc, c'est ça, en fait, qui se trouve comme disposition dans le plan simple de gestion. Il faut qu'il y ait toutes ces informations dans le plan simple de gestion. Donc, le partenariat privé, public, c'est les communautés locales, privé, c'est l'entrepreneur qui vient auprès des communautés locales, sous l'œil vigilant de l'État et promu dans la gestion des ressources naturelles. Mais est-ce que dans les CFCL que vous accompagnez, vous êtes déjà arrivé à cette étape-là où les communautés ont peut-être déjà noué des contrats avec les secteurs privés ou même peut-être avec certaines personnes qui ont besoin de travailler avec eux? Oui, à travers le pays, des cas existent. Des cas existent où, le cas par exemple de Bissemoul ou dans le Maniema, où une communauté a contracté avec une coopérative d'exploitants artisanaux pour couper le bois dans leur CFCL, et en contrepartie, des ouvrages d'intérêt communautaire ont été aménagés. Plan, centre de santé, par ces exploitants-là. Donc, ces cas existent. Et pas plus loin au plateau ici, Mbomotou a mis en place dans le CFCL de Nkala, disons des activités d'écotourisme où le privé, chercheurs qui veulent avoir suffisamment d'informations sur les bonobos viennent. Et ils font les recherches, ils payent de l'argent. Cet argent-là est dispatché entre le gouvernement local, le pouvoir local, les communautés locales et les gestionnaires. Ça tourne. Donc les initiatives existent parce que en matière de gestion de CFCL, il y aura beaucoup d'opportunités où l'écotourisme peut être promu, surtout dans l'Est, où certaines CFCL sont contiguës aux aides protégées. Eh bien, avec les privés, il peut y avoir aménagement des infrastructures touristiques au sein de CFCL. Pour pouvoir accueillir, par exemple, les touristes. Ça va faire des rentrées. Et ça demande à ce que les gestionnaires de la CFCL puissent être des grands chercheurs, trouver quelles sont les filières qu'il faudra développer, quels sont les acteurs qui interviennent, aller vers ces acteurs, faire un marketing. Donc c'est là qu'on souligne que dans cette phase de gestion, il faut que soit élaboré dans chaque CFCL un business plan. Mais ça fait encore appel à des capacités. Quand vous dites déjà business plan, même moi là, je ne sais pas, mais un membre de la communauté en Kalamba là-bas, vous lui dites... Notre rôle, c'est de ne pas rester éternellement aux côtés des communautés locales. Dans ces communautés locales, Alfred, sois certain qu'il y a des grands intellectuels dans ce village-là. Tous ces préfets, ce sont des cadres comme nous qui sont là. Tous ces chefs de travaux, tous ces professeurs de ces universités provinciales,
qui peuvent être mises à profit pour pouvoir aider les communautés locales. C'est ce que vous faites? Oui, c'est ce que nous faisons. Okay. C'est ça d'ailleurs les rôles. À travers la recherche-action, les chercheurs des universités doivent aller auprès des communautés locales, explorer ce qu'il y a comme savoir endogène et voir comment cela peut être capitalisé pour pouvoir impulser le développement au niveau local. Donc, ces activités qui nécessitent une expertise extérieure peuvent se faire facilement à travers des fils du terroir qui sont universitaires, qui ont les compétences, qui se mobilisent pour le faire. Soit alors à travers des appuis ponctuels de ceux qui accompagnent les... Mais est-ce que, de par votre expérience, ces fils du terroir sont vraiment intéressés à ces processus? Je dois vous dire que l'audience car le processus de foresterie communautaire auprès des communautés locales et peuples autochtones et à travers elles tout ce qu'il y a comme catégorie socio-professionnelle de gens dans chaque communauté, cette audience est immense. Okay. De sorte que les universitaires comprennent maintenant que, en fait, ce sont des milliers d'études pour eux, des démonstrations de tout ce qu'ils ont en laboratoire. C'est là qu'il faut aller démontrer ça. C'est là qu'il faut amener la nouvelle semence qu'on a obtenue au laboratoire pour aller essayer. C'est là qu'il faut montrer aux communautés locales et peuples autochtones la technique de prélèvement qui conserve encore la ressource. C'est à ce niveau-là. Ce n'est plus dans l'auditoire, c'est sur le terrain. Et ils ont là un champ de collaboration avec les communautés locales où, en contrepartie, ils peuvent prêter leurs services au profit de la communauté locale. Cela ne peut pas constituer un handicap, je dois vous le dire. Il s'agit de la manière dont on s'y prend, dont on identifie ses ressources et qu'on les invite à être utiles à leur communauté d'origine. Super. Alors, je voudrais tout de même aussi comprendre un peu, parce que vous l'avez dit dans vos mots introductifs, les plus grands défis aujourd'hui de ces processus, c'est comment arriver à réduire la pauvreté des communautés. Mais là, on a l'impression que les processus tournent en rond parce que la première phase, donc, qui consiste à créer la CFCL, elle est un peu facile à gérer, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer, on en a déjà, vous avez parlé, 3 millions d'hectares. Mais la deuxième phase, c'est justement cette phase qui consiste à gérer pour accélérer justement la réduction de la pauvreté. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. 10 ans après, 12 ans après, aujourd'hui, on se rend compte que les choses n'ont pas plus avancé vers la bonne direction comme on les pensait. Est-ce que vous pensez que ces paradoxes ou ces défis sont facilement rélévables? Les défis existent certainement, mais nous devons comprendre une chose. Fonder le développement sur l'exploitation des ressources naturelles par les communautés et pour les communautés prend du temps. Sous d'autres cieux, on l'a vu. En Amérique latine, où des délégués congolais de la société civile de l'État ont été. En Asie, Népal, Indonésie, Birmanie, tout ça. Beaucoup d'acteurs de société civile ont sillonné à travers le monde. Ils ont vu que pour qu'une entreprise communautaire forestière émerge ou arrive à se consolider jusqu'à réellement produire des revenus, ça prend le temps que ça prend. Nous sommes en face d'un pays où la communauté a été paupérisée à outrance. Que le paradigme du développement ont été biaisés en termes d'appui aux communautés locales. On a deux fois privilégié le développement cadeau. On vient pour donner. On ne vient pas pour pousser les gens à travailler. Ça prendra le temps que ça prendra pour qu'on arrive à l'objectif de lutter contre la pauvreté. Nous sommes à peine à la fin pas à la fin, en fait, on continue les acquisitions, à cette première phase expérimentale du processus qui devra être évaluée et où je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, que sur les 159 CFCL, une quarantaine a déjà des plans simples de gestion. Bien sûr, en termes d'élaboration, il y en a qui ont déjà beaucoup élaboré, mais pour que ça soit compté, il faut que l'administration puisse vérifier cela. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont déjà des plans simples de gestion, mais dont le contenu n'a pas encore été checké, comme qui dirait, par l'administration pour qu'on mette ça sur la base de données. Donc on peut, selon moi, selon ma connaissance,
tant que celui qui a la maîtrise du processus, on peut aujourd'hui arriver à plus de 80 plans de gestion qui seraient déjà disponibles. Mais il y a toute une procédure pour que ces documents arrivent jusqu'à la division. Mais vous n'avez pas crainte que demain ou après-demain, les communautés se disent on est fatigué. D'autant plus que on a besoin de réduire notre pauvreté, mais votre processus là, ça nous prend du temps. Il ne faut pas que le développement vienne de l'extérieur. C'est ce que nous devons dire aux communautés locales. Il ne faudra pas que les communautés locales croisent les bras pour dire ok, la CFCL est là, il faut qu'on nous apporte tout. Non. La CFCL est là parce que l'État vous donne l'autorité de décider sur la gestion et l'affectation des espaces et des ressources. Ouais. Donc c'est vous-même qui devez réfléchir pour créer la richesse et identifier la ressource sur laquelle vous devez mettre l'accent pour avoir de revenus et impulser le développement au niveau local. Ouais. N'attendez pas ce développement cadeau, on attend tout de l'extérieur. Mais est-ce que ces discours, vous les tenez devant les communautés? Bien sûr. Comment ils réagissent? Bien sûr, les communautés, beaucoup comprennent, mais je vous dis que la paupérisation de la population est tellement immense. Les intervenants sont nombreux sur le terrain. Les uns viennent avec les histoires à distribuer, pendant que les autres prêchent. Non, travaillez d'abord avant voilà. Voilà. Ce discours-là mettent les communautés locales dans une situation de confusion. De sorte qu'ils ne mordent pas. C'est là qu'il faut changer d'approche. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette approche? Pour changer cette approche, il faut continuer la sensibilisation et leur faire voir que dans les activités de production, il faut arriver maintenant à avoir par catégorie socio-professionnelle qu'est-ce qui peut intéresser les femmes pour que par exemple les femmes aient des revenus qui peuvent leur donner des moyens pour le besoin de leur ménage. Qu'est-ce qui peut intéresser les élèves pour qu'un élève puisse de lui-même peut-être avoir un $10 pour pouvoir payer ses frais. Des parents. Je te donne un cas typique pour les élèves. L'élevage de lapins, ça coûte quoi? Vous prenez un couple de lapins, vous donnez à un enfant. Vous aménagez les clapiers pour lui. L'enfant se charge d'aller prendre les herbes, de venir de nourrir et la multiplication de lapins. Ça se fait de manière automatique. Alors, quand on vend un lapin, va à Goma, le soir, mets-toi dans un bistrot, $10, vous avez un lapin, sur place, on vous grille ça, tout ça, vous avez vos $10. Donc, un élève qui livre à un exploitant d'un petit ligablo à Goma et qui a ses lapins, il peut facilement faire en une portée de lapins, il peut facilement faire $50-60 et il paye les frais. Donc, il ne faut pas que les gens attendent, il faut que les gens... Et il faut que nous continuions d'abord à sensibiliser. De deux, voir comment aller par catégorie. Si l'action collective ne donne pas de résultats, sectorisez. Vous prenez des témoins. Vous voulez introduire telle pratique culturelle, prenez des témoins au sein de la communauté. Ceux-là vont produire et quand ceux-là auront plus, les autres vont suivre. C'est comme ça. Mais je dois quand même préciser que votre organisation, CAGDFT, organise chaque année des tables rondes sur la foresterie communautaire. Est-ce que ces genres de réflexions, vous les menez ensemble avec les différents partenaires? Parce que sur le terrain, vous l'avez évoqué, moi-même je l'ai vu aussi dans certaines concessions où les discours ne sont pas les mêmes en fait. Donc parfois, il y a des gens qui viennent avec des promesses fallacieuses pour dire non voilà, dès que vous avez votre concession, demain vous serez riche, patati patata. Et demain, après-demain, lorsque ces communautés se rendent compte que c'est des mensonges, commencent à se retirer un tout petit peu. Je crois que vous avez touché là un point très important. C'est en réfléchissant sur comment harmoniser l'approche pour la conduite de ces processus avec notre partenaire, la Rainforest Foundation UK, en 2015, l'idée est de mettre en place un cadre de réflexion, de discussion, d'échange est né. Et on a associé le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, la division de la foresterie communautaire. On a associé les autres acteurs, GIZ, Rainforest Foundation Norway, qui étaient très actifs à l'époque, la FAO, pour pouvoir mettre en place ce cadre-là. Et
on a mis en place la table ronde multi-acteurs, qui est un cadre multi-acteurs, comme je l'ai dit, tous ceux qui interviennent, pour pouvoir échanger les informations, analyser comment va le processus, identifier le goulot d'étranglement, proposer ensemble des solutions et faciliter le suivi. C'est dans ces cadres-là. Mais ces cadres-là, c'est là qu'on doit aussi partager ces expériences. On vient là-bas, on prend la parole, voilà ce qui a réussi chez nous. Et celui qui est intéressé s'approche vers vous pour dire comment est-ce que vous l'avez fait. Mais les grands problèmes, c'est que le pays est immense. Le pays est immense. Faire venir, par exemple, nos amis du Nord Kivu, de Walikale, pour venir témoigner dans le Kwango, c'est tout un challenge parce qu'il faut déplacer ces gens. Dans le cadre de notre travail, nous avons eu à prendre les collègues de l'Équateur pour les amener au Nord Kivu jusqu'à Walikale. Ils sont allés voir comment les communautés à Walikale se sont organisées pour gérer leurs forêts. Ce genre d'échanges sont très utiles pour les communautés locales. On a pris un leader communautaire et une femme leader qu'on a amené là-bas. Ils étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés de voir comment les autres s'y prennent. Donc, je crois que les tables rondes constituent et demeurent l'unique cadre où les acteurs dialoguent, les acteurs se concertent, les acteurs définissent des stratégies même pour booster le plaidoyer en faveur de la forêt et où les acteurs échangent les expériences. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on peut montrer aux autres? Et là, ils discutent. Je crois que c'est vraiment dynamique. Et depuis que vous faites cet exercice, avez-vous découvert ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment vous avez abordé ou adressé ces questions? Bon, ce qui a marché, c'est le fait que les gens... Les concessions sont là. Les gens sont là, les concessions sont là. Il y en a qui ont de bonnes leçons à donner aux autres. Mais le problème, comme je l'ai dit, faire en sorte que ce que l'autre a fait, je puisse le dupliquer, ça demande parfois de faire appel à l'expertise du voisin pour venir. Et parfois, on est limité. On est limité au problème de moyens. C'est là que le processus dans son ensemble est buté justement à cette question-là de financement. Le financement qui doit booster les activités au sein des communautés locales pour mettre en œuvre le plan simple de gestion. Et comment comptez-vous trouver ces financements? Parce que c'est là les goulons d'étranglement. Je pense qu'il y a au niveau international une prise de conscience face au dérèglement climatique, de pouvoir compter sur la volonté des communautés locales et peuples autochtones qui ont conservé jadis ces forêts pour pouvoir lutter contre les effets des changements climatiques à travers des mesures d'adaptation et d'atténuation qui soient à la portée de ces communautés locales qui, du reste, pour notre pays, comme vous le savez, sont incriminés comme les agents de la déforestation à travers l'agriculture sur brûlis. Si nous voulons réellement trouver des solutions au problème du changement climatique, il faut que des fonds importants soient mobilisés en direction des communautés locales et peuples autochtones à la base pour que ces communautés locales puissent entreprendre des activités qui renforcent leur résilience face au changement climatique. Pour que ces communautés qui sont incriminées à travers l'agriculture sur brûlis qui dévore la forêt soient sédentarisées, puissent être initiées aux pratiques agroforestières qui les sédentarisent, qui permettent à ce que à l'hectare ou au mètre carré, la productivité augmente. Donc c'est cela. Et non pas tenir peut-être des réunions et qui dévorent beaucoup de millions, alors qu'un $10 000 à la base peut résoudre beaucoup de problèmes. Exactement. Et à travers le monde, à travers les discours aujourd'hui, nous clamons que le fonds atteigne. Il y a trop d'intermédiaires dans les appuis qu'on est en train de diriger vers les communautés locales et peuples. Et là, vous voulez quand même tuer le travail des autres. Non, il s'agit de transférer leurs connaissances, leurs technologies
de renforcer les capacités des communautés locales et peuples autochtones pour qu'elles soient à mesure. Je vous ai dit qu'il y a des compétences au sein des communautés locales. Valorisons ces compétences, confions-les la tâche. Ça prendra du temps, mais allons-y mollo mollo. Les communautés vont, si elles ont le moyen, bien les gérer et bien booster leur développement. Donc, le moyen, les discours depuis la COP26, tu as été là. Depuis Montréal, tu as été là et tu reviens de Dubaï. Tout ce que nous lançons comme cri, que l'aide au développement change de paradigme. Ce n'est plus cette aide, qu'on reconnaisse d'abord le rôle que jouent les communautés locales dans l'atténuation des effets du changement climatique et qu'on leur donne le moyen pour qu'elles s'adaptent, qu'elles deviennent de plus en plus résilientes au changement climatique. Et cela ne peut être fait que quand le moyen leur parvient et non pas vous donner 500 000 à X et les X là ramènent juste 50 000 sur le terrain. C'est ça. Et ça, on en a vécu avec les financements CAFI et voilà. Bon, bref, je ne vais pas revenir là. Mais toutefois, je voudrais justement relever le fait que vous travaillez avec Tenure Facility depuis pratiquement 2 ou 3 ans. Et même à Dubaï, vous l'avez évoqué, j'étais avec vous, j'ai vu un peu les plaidoyers que vous avez menés pour que les financements arrivent aux communautés, que les financements aillent directement aux communautés. Est-ce que vous pensez que ce message avec votre partenaire a été entendu? Nous l'espérons. Nous l'espérons pourquoi? Parce que les philanthropes ont déjà commencé à réagir, surtout pour ce qui est de gestion de forêt du bassin du Congo, qui est le deuxième, le premier poumon aujourd'hui parce qu'il séquestre plus que les forêts amazoniennes, le carbone. Donc, les philanthropes ont mis le paquet. Il y a le fonds Bezos qui est là, il y a beaucoup d'autres fonds qui viennent et qui sont soucieux de pouvoir acheminer l'argent vers la base. Travailler avec ceux-là qui impactent positivement. Je pense que ce n'est pas pour vous faire des millionnaires, vous qui travaillez avec le communauté à la base. Non, je vous dis non, parce que, au fait, le grand problème, c'est que en allongeant la chaîne d'intermédiaires, on ne sait plus même vérifier qui a pris quoi, qui a donné quoi. Alors qu'en raccourcissant, on sait, on a donné à X et les destinataires, c'est Y. En 2 endroits, on peut facilement poser des questions, savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a été fait, tout ça, et vérifier ça. Exactement. Donc c'est vraiment un problème. Il faudra que nous sachions que la volonté est là, mais c'est aux communautés locales d'être renforcées aussi en capacité. Nous ne serons pas là, nous les accompagnateurs, éternellement. Il faut que les communautés soient à mesure de gérer $2 000, $3 000, $40 000. Mais aujourd'hui, les capacités sont encore faibles. Il faudra un accompagnement. Même au sein des acteurs de la société civile, il y a trop de déficits en termes de capacités pour pouvoir accompagner. Ce n'est pas parce que vous embrassez trop vous aussi. Parce que vous êtes, chaque thématique qui sort, vous devez être là. Alors que les gens devraient se spécialiser. Exactement aussi. C'est ça. Un tel, il est dans l'accompagnement. C'est ça. Un tel, il est dans... Non, en fait, là c'est aussi une faiblesse des organisations civiles. C'est une grande faiblesse. Voilà. Nous devons tout faire pour qu'on sache vous identifier derrière une thématique. Exactement. Où vous excellez. Au moins là, je comprends que j'ai un expert en foresterie communautaire. Hein, voilà. Donc il faut que vous puissiez labelliser votre travail. Exactement. Labelliser votre travail derrière une thématique. Exactement. Où vous devenez un incontournable, un acteur important. Ça, c'est un message que nous adressons aux acteurs de la société civile. Alors, Théo, nous sommes en train de chuter déjà, parce que je dois vous libérer. Au cours de cette année, vous avez organisé un dialogue de haut niveau sur les droits des communautés, la tenue foncière des communautés et la conservation de la biodiversité. Il y a eu beaucoup de pays qui ont fait les déplacements pour venir en RDC. Alors, quel est le retour d'expérience qu'on peut retenir de cette organisation?
Oui, en octobre, comme vous le dites là, du 18 au 20, il s'est tenu à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice, un forum régional sur la conservation et le droit des communautés locales. L'épicentre de ces dialogues, c'était de voir comment la conservation doit être basée sur la reconnaissance des droits des communautés locales et peuples. Comment, dans la conservation, les communautés peuvent être mises à profit. Quelles sont les pratiques des communautés locales et peuples autochtones qui doivent être capitalisées dans le modèle de conservation que le pays voudrait bien mettre en place. Jusque-là, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec ses partenaires qui gèrent les aires protégées, ont été pendant longtemps collés sur la conservation policière. Mais je dois vous affirmer que le forum a révélé que la RDC a quand même beaucoup de progrès, a fait beaucoup de progrès, que l'ICCN est sur une bonne voie. Parce que, hormis la stratégie de conservation communautaire qui est là, qui peine à être mise en œuvre à cause de beaucoup de pesanteurs liés aux moyens, moyens en ressources humaines, moyens en ressources financières. Mais les moyens, excuse-moi, les moyens, vous les avez, vous, la société civile. Vous militez justement pour que les choses puissent marcher. L'ICCN a une stratégie, manque de moyens. Pourquoi vous ne pouvez pas peut-être faire associer un peu vos efforts pour que les choses puissent avancer? C'est justement un des objectifs. Que faire pour travailler aux côtés des conservateurs? Voilà. Mais nous, vous savez que le premier cycle pour nous, ce sont les communautés locales. Que faire pour faire voir aux conservateurs congolais que faire la conservation sans les peuples autochtones et pygmées et les communautés locales, c'est faire un échec. Donc c'est comme ça que nous allons vers pour leur dire la conservation basée sur la reconnaissance de droits est la meilleure conservation qu'on doit promouvoir. Et là-dedans, l'ICCN a déjà une stratégie de conservation communautaire pour laquelle, bien sûr, nous, société civile et le gouvernement congolais, devront trouver les voies et moyens. Comment aider l'ICCN à trouver le moyen? Je dois vous dire que l'ICCN est appuyé par beaucoup d'organisations internationales de conservation, donc des ONG, dans son action sur le terrain. Et la RDC a fait des progrès énormes parce que la RDC veut promouvoir les autres mesures efficaces de conservation, telles que les APAC, telles que les processus de foresterie communautaire, parce qu'une communauté peut se décider de concéder une grande partie de sa CFCL à la conservation. Il y a des cas dans le circuit où on a des concessions forestières contiguës entre des aires protégées. Et là, nous verrons comment on peut mettre à profit en fait, les communautés locales. Et au niveau du pays... Mettre non seulement à profit, mais mettre aussi des moyens, de l'argent. Oui, bien sûr, mettre de l'argent. L'argent doit être mobilisé par tout le monde pour promouvoir justement cette conservation basée sur le droit. Parce que c'est ça qui pourrait changer le paradigme de conservation. C'est ça qui pourrait éviter les conflits qui existent toujours entre l'homme et l'animal. C'est ça qui devra faire voir à l'homme que cet animal que je protège me procure des revenus d'une manière ou d'une autre. Je dois le préserver, n'est-ce pas? Mais quand la communauté ne trouve rien, il se met en braconnier, n'est-ce pas? Pour survivre. Donc, je crois que la RDC a montré à d'autres pays qu'il y a des avancées par rapport même à l'atteinte de l'objectif 30-30 sur la biodiversité. Nous avons prouvé aux autres pays qu'il y a à apprendre des évolutions positives qui sont en RDC. De nos voisins, nous avons appris qu'il y a des pays où il n'y a même pas d'ouverture. Les communautés n'ont pas l'accès aux espaces forestiers. Et que l'animal a plus de valeur que l'homme. De sorte que beaucoup de gens se retrouvent en prison. Je vous informe, vous avez suivi, je crois, sur le média, le ministre gabonais demandait à ce qu'on libère ceux qui étaient en prison pour
avoir commis des infractions de criminalité phonique. Il a autorisé même d'abattre l'éléphant qui vient détruire votre champ. Exact. Pourquoi? Parce qu'au fait, on a fait la promotion de la protection de l'animal en oubliant le besoin des communautés. Et les gens, les gouvernants en ont marre. Ils doivent se crédibiliser face à leur communauté. C'est un revirement. Donc c'est un revirement qui doit être un message à la communauté internationale pour changer le paradigme par rapport à la conservation. Mais il ne vous impose pas, cette communauté internationale ne vous impose pas ça, de toutes les façons. C'est vrai qu'on ne nous impose pas, mais au regard de nos systèmes de gouvernance qui sont trop regardants sur ce qui vient de l'extérieur au lieu de compter sur les propres moyens, et on s'est fait prendre dans un piège. Exactement. Alors que nous avons tout ce qu'il nous faut. Un peu comme on s'est fait prendre dans les pièges avec le moratoire sur les forêts. Bon. Alors, le moratoire, il fallait le circonscrire dans le temps et dans l'espace. Exactement. Mais ça a pris trop de temps, ça a créé trop de polémiques, ça a bloqué beaucoup de choses. Alors qu'il y avait des préalables qu'il fallait atteindre vite et lever pour, disons, organiser. Donc vous êtes pour la levée du moratoire? Il y a des préalables qui ont été définis. Nous sommes dans le processus de l'aménagement du territoire. C'est un préalable. Et nous y sommes déjà parce que le gouvernement a fait des enjambées pour que nous soyons aujourd'hui au stade de parler de l'élaboration de plans simples, de plans provinciaux d'aménagement du territoire, de plans locaux d'aménagement du territoire. Des expériences ont déjà été menées sur le terrain, par exemple, à l'Équateur. Donc, il n'est plus question de revenir à l'ancien débat. Il est question de savoir, dans tel espace, quelles sont les affectations qu'on doit faire, parce que nous avons tous les outils de décision. Donc, nous partons de ce processus d'aménagement du territoire que nous allons suivre, nous, au CAGDFT, de très près, avec l'appui de notre partenaire, la Royal Infrastructure Norway, pour pouvoir voir dans quelle mesure on renforce les capacités des administratifs qui sont censés faire le travail, dans quelle manière on prend en compte les desiderata des communautés locales et peuples autochtones dans l'élaboration de plans simples de gestion, des plans locaux d'aménagement du territoire plutôt, et des plans provinciaux d'aménagement du territoire. De quelle manière les espaces concédés aux communautés locales sous forme de CFCL doivent être intégrés dans ces plans locaux d'aménagement du territoire, étant donné que ce sont déjà des espaces bien gérés. Bien cartographiés aussi. Bien cartographiés, voilà. Voilà, alors, Théophile Gata, est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas parlé? On a tout dit. Ce dont on n'a pas parlé, tu n'as pas mis l'emphase de qu'avons-nous fait à la COP 28. Ah, voilà. À la COP 28, TENU Facility et le centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales ont d'abord restitué les résultats du forum et aussi présenté l'action de TENU Facility à travers le monde et particulièrement à travers l'Afrique, où TENU Facility se trouve dans beaucoup de pays, au Burkina, au Ghana, au Mali et en RDC, où le CAGDFT a été le premier partenaire sur le terrain. Et bientôt, très bientôt, TENU Facility va étendre son action à l'Est, avec des partenaires de l'Est, pour accompagner les communautés locales dans la sécurisation de droits fonciers forestiers des communautés locales. Et TENU Facility se bat. Son message, c'était justement donner le moyen aux communautés locales pour que les communautés locales vous aident à bien gérer les forêts et à pouvoir maintenant assurer l'équilibre climatique. Parce que le processus de foresterie communautaire dont on a largement parlé ici est la solution fondée sur le droit pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique et aussi pour le développement local. C'est en cela que ce processus constitue une plus-value. C'est le message que nous avons donné et nous pensons que les bailleurs ont entendu. Nous allons voir quel feedback il y aura. Nous allons voir comment les uns les autres vont se décider d'affecter des moyens réellement aux communautés locales, les peuples autochtones, pygmées, dans la sous-région, surtout le bassin du Congo, qui est devenu
un poumon énorme pour l'équilibre planétaire mondial. Il faudra donc que ce qui a été dit à Dubaï, qu'on mette l'accent, depuis l'Égypte d'ailleurs, qu'on mette l'accent sur les pertes et dommages. Mais il ne faudra pas que ces pertes et dommages n'aillent qu'auprès de ceux qui ont des calamités, des inondations, des déserts et tout ça. Et oublier ces communautés forestières qui connaissent aussi jour le jour leurs forêts. Exact. Donc, pertes et dommages, une redistribution équitable entre les différents contextes de détresse que connaissent les communautés locales et peuples à travers le monde. Je pense que c'est un message fort que Tenifacility a donné à la communauté internationale et nous allons voir les résultats. Mais déjà, avec notre partenariat avec Tenifacility, sur le travail que nous avons fait dans le Congo, Tenifacility nous accompagne à trouver d'autres partenaires qui peuvent financer la phase de gestion et d'exploitation. On est dans des tractations. Je pense que là, je préfère que tu reviennes encore. Super. Merci beaucoup Théogata pour avoir accepté notre invitation. C'est beaucoup d'informations que vous avez données aux téléspectateurs et nous espérons qu'ils sont tous édifiés sur ce processus et surtout aussi sur les travaux que vous abattez chaque jour. Vous avez un dernier mot ? Oui, le dernier mot, c'est que je remercie beaucoup tous les acteurs qui sont impliqués dans la foresterie communautaire. Précisément, je remercie le partenaire technique et financier qui ont depuis soutenu ce processus. Je vais parler de la GIZ, qui est l'icône qui a sauvé la foresterie communautaire en RDC. Je vais parler de la Rainforest Foundation Norway, Rainforest Foundation UK. Je vais parler de RRI, de Washington, je vais parler de Tenifacility, je vais parler de la FAO, de WWF, tous ces acteurs impliqués dans ce processus qui, d'une manière ou d'une autre... Pas les gouvernements. Mais c'est lui qui a la Parce que vous ne l'avez pas cité quand même. Ok. Ah, d'accord. Bonne foi du ministère de l'Environnement et développement durable à travers sa division de la foresterie communautaire pour pouvoir booster ce processus utile aux communautés locales. Je pense que ce sont des gens à qui il faut jeter des fleurs. Je jette des fleurs particulièrement aussi à tous ces acteurs de la société civile congolaise qui se sont battus, bec et ongle, qui continuent à se battre pour accompagner les communautés locales. Tout ce que je demande, c'est de peaufiner notre expertise pour être réellement utile. C'est de pouvoir acquérir des connaissances qu'il faut transférer aux communautés locales parce que nous ne resterons pas longtemps là-bas. Il faut faire en sorte que les communautés soient à même de s'autogérer. Dans 2, 3, 4 ans, tout ça. Super. Voilà ce que je peux dire. Et que le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, continue davantage à promouvoir la foresterie communautaire. Un coup de chapeau au résultat ici de la COP 26, après un grand plaidoyer que nous avons mené à la table ronde 8 ici à Kinshasa, pour que finalement 5 millions d'hectares de forêt soient encore concédés sur gestion communautaire dans la décennie qui suit. Ça, c'est une grande victoire que nous avons remportée dans le plaidoyer. Super. Alors, un mot pour Environ News, Yana. Environ News. Je veux qu'Environ News me mette sur le plateau de la télévision. Ah voilà, vous y êtes déjà. Mais que ça soit sa propre télévision. Oui, mais Elana, je crois. Elana déjà. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas amené? Vous voulez que ça soit... Non, on veut que ça soit nature. Okay. Bon. Mais en tout cas, on ne peut que vous encourager. Merci. C'est un travail immense que vous faites. Je demande à ce que tous nous puissions le reconnaître, tous nous puissions motiver ce travail. Et quand vous avez demandé un service, payez le service pour promouvoir l'action environnementale à travers ces médias qui font notre honneur. Merci Franchement, beaucoup. Quand je vois ta trajectoire, j'en suis fier. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et encore une fois de plus, je sais que c'est la deuxième fois que je vous reçois, mais ce n'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Voilà. Merci bien. Alors, quant à moi, je vous dis aussi merci d'avoir suivi cette émission et je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bonne année.